la région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la Caisse d'épargne CEPAC, banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre région. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thomas Chaussade. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du collectif Vélo en Ville. On va parler avec vous dans un instant de la place du vélo à Marseille. Mais avant cela, Rémi, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste environnement de notre chronique, tu vas nous présenter l'actualité environnementale de la semaine. On va parler avec toi de solutions qui sont développées dans notre région. Et oui, Sophie, le groupe ST Microelectronics vient de franchir un nouveau cap dans sa quête de neutralité carbone prévue pour 2027. Le géant du numérique, dont l'un des sites de production est situé à Rousset, c'est à l'est du département des Bouches-du-Rhône, a inauguré vendredi dernier avec Dalkia, filière d'EDF, une installation dernier cri visant à réduire de 20% la consommation énergétique par rapport à l'équipement initial. ST Micro utilise une technique plus naturelle qu'on appelle aero-free cooling, qui consiste à utiliser l'air extérieur pour refroidir l'eau dans l'usine. C'est un procédé qui va également permettre à la société de limiter ses émissions de CO2. Concrètement, quel est le cœur de métier de ST Micro ? C'est une entreprise qui fabrique ce qu'on appelle des semi-conducteurs. Ce sont des petites puces électroniques qu'on retrouve un peu partout, notamment dans des voitures électriques dont les ventes ne cessent d'augmenter ces dernières années. ST Micro compte bien profiter de l'électrification du parc automobile mondial pour doubler son activité à horizon 2025-2027. C'est un acteur de premier plan aujourd'hui qui doit maintenant montrer l'exemple dans une industrie numérique trop souvent pointée du doigt pour son manque d'ambition, notamment sur le plan environnemental. Oui, ST Micro vise une neutralité carbone d'ici 2027, mais on parle bien des émissions directes du groupe et pas des émissions indirectes. Pour rappel, l'entreprise compte parmi ses clients Google et Apple, des GAFAM dont l'empreinte écologique n'est pas encore irréprochable. Merci beaucoup Rémi pour tes explications. L'actualité environnementale de la semaine, on passe à l'invité environnement. Bonsoir Thomas Chaussade, bonsoir. Vous êtes donc le président du collectif Vélo en Ville. Avant de parler des actualités du vélo, une question. Est-ce qu'il fait bon se déplacer en vélo dans la ville de Marseille ? Moi j'adore rouler à Marseille, c'est quand même une ville où il fait beau, c'est vraiment très agréable. Après, on souffre vraiment d'un manque d'aménagement cyclable, donc les difficultés pour les cyclistes sont réelles, les difficultés aussi de stationnement, et par rapport aux grandes villes de France, on est bon dernier. Comme l'a dit le baromètre des villes cyclables, on est 38e sur 38, donc c'est vraiment la honte, on est dernier de France. C'est la honte carrément. Avec un baromètre qui pointe notamment des problèmes de sécurité, je crois. Ah oui, ça pointe sur tous les sujets. On est 38e sur 38 sur les grandes villes de France, mais aussi à plus de 1500e sur 1600 sur le classement général. Donc vraiment, on est de loin les derniers, parce qu'on souffre d'un manque de prise en compte de la part, en particulier des pouvoirs politiques, depuis les dernières dizaines d'années. À quel niveau, pour qu'on comprenne bien ? Qu'est-ce qui manque ? Des vrais aménagements, des pistes sécurisées, continues, pouvoir aller d'un point A à un point B de manière sécurisée, tranquille, sans être gêné par les voitures, à l'arrivée, pouvoir stationner son vélo de manière sécurisée. On souffre du vol de vélo à Marseille, mais ça c'est valable dans toutes les Concernant les pistes cyclables, Rémi, il y a toutefois cette piste cyclable qui a été terminée sur la corniche, n'est-ce pas ? Oui, alors déjà il y a la corniche, et puis il y a aussi d'autres projets, notamment sur le boulevard Charles-Livon. Il y a aussi la rue Breteuil. De quel œil est-ce que vous voyez ces nouveaux aménagements qui arrivent ? Alors, la corniche, c'était une revendication du collectif Vélo en Ville depuis plus de 10 ans. Donc, on s'est félicité, mais ça reste une piste cyclable, on va dire, de balade, pas un usage quotidien. Pas pour aller travailler. Ce qu'on appelle le vélo taf. C'est pas vraiment un itinéraire pour le vélo. Ce qu'on a besoin, c'est de pistes sur le Prado, sur tous les grands axes, pour aller travailler sur Michelet, même si sur Michelet, il y en a un petit peu, mais des pistes continues pour pouvoir se déplacer assez rapidement pour aller travailler, c'est tout. Ce qu'on va trouver dans toutes les grandes villes de France, si vous allez à Grenoble, si vous allez à Strasbourg, si vous allez à Toulouse, si vous allez à Lyon, il n'y a aucun problème réel pour circuler.
Paris, c'est encore une autre histoire. À Marseille, c'est très difficile. C'est du sport avec les voitures. Alors justement, sur les derniers dossiers, Charles-Livon et la rue Breteuil, qu'est-ce que vous pensez? Alors par exemple, sur Charles-Livon, il y a une concertation entre le collectif Vélo en Ville et la mairie du 1-7, qui est directement concernée, où a été présentée au public, aux citoyens, différentes solutions. Il y a une solution qui a été plébiscitée par les citoyens, qui a été transmise à la métropole. Or, la métropole a choisi une autre solution. Alors, c'était certes une solution qui était un petit peu originale pour la France, avec une piste sur le centre de la voirie, avec sur les côtés les voitures, mais il faut bien avoir en tête que sur Charles-Livon, sur le sens montant ou descendant, il y a des voitures qui arrivent des tunnels autoroutiers et qui doivent, avec la solution de la métropole, donc les pistes sur le côté, les voitures vont traverser... C'est pas un peu dangereux, une piste au milieu? Alors non, au contraire, ça se fait à l'international. Ça se fait à l'international, dans les pays du Nord, on voit ça. Avec du ciment? Oui, Voilà. Oui, c'est délimité, pas juste alors, des lignes. la solution préconisée n'était pas parfaite non plus, parce que c'est vraiment très compliqué ce lieu. Mais ce qui était préconisé par les associations et la mairie du 1-7, c'était une piste séparée vraiment des voitures, donc très sécurisée. Elle n'était pas parfaite dans le sens où on pouvait difficilement en sortir. Voilà. Mais là, avec les pistes sur le côté, on va se faire couper les pattes directement par les voitures qui sortent des tunnels. Donc voilà, c'est pas. Et là, il y a un projet quand même qui fait un petit peu de la place pour le vélo et qui en fait un petit peu moins pour les voitures. Il y a des places de stationnement qui ont été retirées. Est-ce que finalement, c'est pas si mal comme projet? Alors, si on retire des places de stationnement, on ne peut que s'en féliciter si c'est au profit du vélo. On se rappelle quand même que quand on refait une voirie, maintenant il y a obligation de prendre en compte les déplacements du vélo. Par contre, il n'y a aucune obligation sur le stationnement. Dans le premier arrondissement, il y a très peu de foyers en fait qui possèdent une voiture. Faut pas oublier ça. Alors ce chantier il s'inscrit dans un plan vélo de la métropole qui a 2 horizons, 2024 et 2030. Quel est le constat que vous faites à l'heure actuelle avec Vélo en Ville? Alors le plan vélo, il a été voté en 2019. Donc là, on se rapproche de l'échéance de 2024 où il devait y avoir à peu près 88 km de pistes continues, sécurisées. Or, on est actuellement entre 10 et 15 km. Donc on est à peine à plus de 10% de la réalisation du plan vélo. Vous y donc, croyez en temps et en heure? J'espère y croire. Mais c'est mal fichu. Ou alors, ils vont nous sortir des pistes dans tous les sens, de manière complètement irréfléchie. Et j'ai vraiment peur de ça. Et ça serait un drame pour les Marseillais cyclistes. De manière générale, on sait que les Marseillais préfèrent, par rapport à d'autres villes, la voiture au vélo. Comment vous l'expliquez? C'est une vieille habitude. Mais les habitudes, ça change. Si on prend l'exemple des Pays-Bas, il n'y a pas une culture du vélo innée. Dans les années 70, c'était le royaume de... Et pourtant, il fait plus froid. Et pourtant, il fait plus froid, il pleut, il y a du vent. Mais dans les années 70, c'était le royaume de la bagnole. Les Pays-Bas. Maintenant, il faut être fou. Si vous allez à Grenoble, l'hiver il fait extrêmement froid, c'est pas un problème. À Marseille, alors on va nous rétorquer que c'est vallonné, qu'il y a des côtes. Les côtes sont assez rares. Si on va du Vieux-Port jusqu'au Goude, globalement c'est plat. Le problème, c'est quand très on a facile. 2-3 enfants, comment on les transporte en vélo? De plus en plus, il y a des vélos cargo. Hier, c'était la fête du vélo où il y avait énormément de familles avec des vélos cargo où on peut transporter. Moi, j'ai essayé ça. Franchement, c'est compliqué. De tirer 2 enfants derrière, il faut avoir des bons mollets. Maintenant, la plupart des cargos sont à assistance électrique. Mais moi, j'utilise très peu les vélos cargo. Mais j'arrive à trimballer 50 kilos sans assistance électrique. Et pourtant, je suis pas sportif. Je tiens à le dire. Vous parliez de la fête du vélo, donc c'était hier, dimanche, c'était organisé à La Plaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet événement? Alors d'abord, il y a des fêtes du vélo dans toute la métropole qui ont été organisées par les associations locales. Avant-hier, par exemple, c'était celle de Martigues, qui s'est très très bien déroulée. Hier, donc, c'était celle organisée par Vélo en Ville, sur La Plaine. Alors, il y a eu plein d'animations de fêtes. Justement, il y a eu plein de vélos cargo qui ont été montrés. C'était vraiment chouette. Plein de démonstrations de vélos bizarres. On a prêté des dizaines de vélos aux enfants du quartier pour qu'ils puissent s'amuser toute l'après-midi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Après, on a souffert
la chaleur écrasante qui a fait que moins de monde. Il y avait un peu venus. moins de monde que l'année dernière. Moins de monde par rapport à celle de l'an passé sur la Canebière, qui était une immense réussite. Là, c'était un petit peu, un peu plus léger. Merci beaucoup en tout cas Thomas Chaussade d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous parce qu'on passe à l'objet de la semaine. Allez, qu'est-ce que tu nous as amené cette fois-ci, Rémi ? Alors cette semaine, je t'ai amené un objet, mais c'est un objet virtuel. En fait, c'est une application. Je pensais que tu allais m'offrir un iPhone. Marseillaise, non, pas encore. C'est une application marseillaise qui s'appelle Oui Recy. Elle a été créée en 2020, son objectif, c'est de valoriser le recyclage d'objets inutilisés ou HS. Alors plus précisément, c'est une solution digitale qui donne la possibilité aux particuliers de transformer la matière dormante en matériaux utiles, et ce en échangeant avec une récompense. Alors comment ça fonctionne ? Il suffit simplement de déposer. Alors déjà, il faut télécharger l'application. C'est quoi une matière dormante ? Alors une matière dormante, c'est une matière qu'on n'utilise pas, qui dort en fait au fond du placard. C'est pour ça qu'on parle. Un vieux sweat qu'on ça peut être un jean, ça peut être une batterie, ça peut être même un téléphone, une tablette. Enfin, il y a énormément d'objets qui peuvent être recyclés. Alors il suffit simplement donc de télécharger l'application d'abord, de déposer son jean, sa batterie, son téléphone ou que sais-je dans une des boutiques partenaires du réseau Oui Recy pour faire une bonne action et obtenir une récompense. Cette récompense, elle peut être financière ou non. C'est au commerce de choisir. Merci beaucoup Rémi, merci Thomas Chaussade d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous restez sur BFM Marseille Provence, l'information continue. C'était Planète Locale avec la région Sud. C'était Planète Locale avec la Caisse d'épargne CEPAC. Banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique.